Bonjour, bonne année, bonne fête de fin d'année, tout ce que vous voulez. Mais en tout cas, pour rester dans le contexte de ce que je viens de dire, on se retrouve pour la première vidéo de la série des vidéos de fin d'année, c'est-à-dire le flop. Parce que j'estime que là, je tourne ça, je suis mi-décembre, voilà. J'estime que je vais pas aller voir des merdes après, j'ai pas que ça à foutre, il y a les fêtes, hein. Donc, les flops c'est terminé, je vais pas voir d'autres mauvais films cette année, peut-être plus tard, hein, dans l'année 2020, etc., quand je vais m'intéresser à d'autres films que je n'ai pas eu la chance d'aller voir en salle. Mais en tout cas, aujourd'hui, on se retrouve pour ma liste des 10 pires films de l'année, des films que je recommande le moins, mais en même temps, c'est subjectif. Donc quand je dis les pires films de l'année, ça tombe, il y a quelques-uns de ces films-là que vous avez trouvé fabuleux. De 1, c'est votre choix, c'est vos goûts. De 2, c'est les miens. Et de 3, tant pis pour vous. Mais non, sans déconner, voilà, c'est subjectif, ça sert à rien de dire ouais, si t'as mis ça, c'est que t'as pas de goût, machin. C'est les films que j'ai le moins aimé en salle et que j'ai moins aimé le regarder pendant l'année. Et c'est subjectif par rapport aux films que j'ai vus aussi, hein. J'ai vu 135 films à l'heure où je vous parle qui sont sortis en 2019. Donc du coup, c'est les 10 pires films de ces 135 films. Vous avez la liste complète la liste complète des films que j'ai vus cette année sur Sens Critique. Tous les liens sont dans la description. Tous les vidéos où tous les liens que je dis dans cette vidéo seront en description. Donc je vous laisse rechercher tout, hein. Étaler votre curiosité. On a dans ce classement de 10 films 2 ex-aequo et 5 films en mention déshonorable. Donc les mentions, c'est les films que j'ai pas pu rentrer dans ce top, mais que j'ai envie de notifier comme quoi c'est pas des films à voir. Et pour les flops ou pour les tops, ces mentions déshonorables interviendront entre le 1 et le 2, donc entre la première place et la deuxième place, pour pas vous spoiler sur le reste du classement si vous avez été sur Twitter et vous avez vu un peu ce que j'ai pas aimé dans l'année. Bref, je pense que j'ai tout dit, on va essayer de pas faire une vidéo hyper longue. J'ai remis le pull Alice au Pays des Merveilles qui était là l'année dernière, dans les vidéos de flop l'année dernière. Voilà, on reste dans la cohérence. J'ai mis la petite lumière rouge parce que je suis, à mon avis, un peu vénère. Et voilà. Sur ce, on peut commencer la 10e position. Dixième position, Sang Froid, avec Liam Neeson, dont j'en ai déjà fait une critique, donc je vais pas m'étaler 56 ans sur ce film. J'ai déjà fait une critique cette année sur Sang Froid avec Liam Neeson, entre guillemets le meilleur film d'action ou le meilleur film avec Liam Neeson depuis des années, ou de tous les temps, ou j'en sais rien. Pour avoir plus de précision, je vous emmène vers ma critique, sinon je vais vous dire vite fait pourquoi j'ai pas aimé. Il y a un gros décalage entre le film d'action à la Liam Neeson, le cliché du film d'action avec Liam Neeson, et le film absurde, dans le sens où on va avoir des scènes d'action, on va voir le scénario basique lambda du film de Liam Neeson, assemblé avec des scènes hyper absurdes, des morts totalement connes, de l'humour très potache, sauf que le film pourrait bien faire les deux, mais le problème c'est que soit il arrive très mal à lier les deux genres, soit le genre d'action est tellement trop accentué que quand il y a des scènes d'action, ça nous sort totalement du film et ça nous donne une sorte d'ovni cinématographique, une sorte de nanar cinématographique qui, dans son style, dans son genre, ne fonctionne pas, ce qui crée en soi de l'ennui, parce que c'est un des films où je me suis le plus fait chier cette année, et de l'ennui qui est accentué par un scénario totalement foireux, où les incohérences s'enchaînent au fur et à mesure des minutes pendant le film, et également les personnages inutiles, un personnage va arriver, il va balancer 2-3 punchlines rigolotes, il va avoir une mort conne, et d'un seul coup, il va mourir. Parce que les scénaristes ne savent pas quoi foutre, ne savent pas dans quel sens va le film, ils veulent juste faire un film cool avec Liam Neeson, sauf que le cool, il n'est pas là, étant donné que tout le cool arrive d'incohérence, où tout le cool arrive d'un genre ou d'une absurdité qui ne fonctionne pas dans l'univers établi dans le film. Donc Sang Froid, je ne vous recommande pas. Je vous recommande d'aller voir ma critique qui est un peu spéciale par rapport aux autres critiques que j'ai pu faire dans la chaîne, dans le sens où je n'ai pas développé le film avec mon analyse, j'ai juste lu mes notes que j'avais écrites pendant le film, parce que j'écris des notes pendant les films.
Sauf que là, je savais pas quoi dire, donc du coup, j'ai tout décrit en lisant mes notes. Donc si vous êtes intéressé de comment j'écris mes notes dans mon téléphone, allez voir cette vidéo, et plus elle va vous en dire plus sur ce film dont mes souvenirs sont en train tranquillement de se retirer de ma tête, parce que c'est pas un film, que ce soit mauvais ou bon, que j'ai envie de me souvenir, dans le sens où c'était une très mauvaise séance. Désolé! Est-ce que je dérange? Non, au contraire. Tu arrives juste à temps. Neuvième position, Hellboy, le remake des films de Guillermo del Toro, qui devait être normalement Hellboy 3. Hellboy, j'en ai fait aussi une critique. Vous voulez plus de précision de pourquoi j'ai pas aimé le film, n'hésitez pas à aller voir la critique. Sinon, pour également justifier pourquoi il est en 9ème position, il aurait pu être bien plus bas, hein, dans le sens où il y avait bien pire, où il y avait bien mieux cette année, qui sont dans le top mais plus haut, mais dans le sens où j'ai fait le top sur mon niveau de mauvaise séance et également film qui m'énerve le plus. J'ai fait comme ça. Le classement est sur les films qui m'énervent le plus et sur les films dont ma séance a été très insupportable. Donc voilà, Hellboy n'est qu'en 9ème position, mais sachez qu'il aurait bien pu être bien plus haut dans le top sans souci, tellement c'est un foirage complet. Déjà, l'idée de faire un remake d'Hellboy ou une sorte de réappropriation de l'univers, c'est totalement débile, dans le sens où Guillermo del Toro avait déjà posé 2 grosses bases qui auraient pu permettre un troisième, peut-être pas réalisé par Del Toro, mais dans le même univers, dans le même langage, dans la même ambiance qu'un film de Del Toro. Celui-là, en fait, c'est juste une déconstruction du mythe de Hellboy. On prend le personnage d'Hellboy qui plaisait dans les films de Del Toro, sauf qu'on rajoute avec le Hellboy des comics, le Hellboy des livres, sauf que Del Toro avait tout fait pour pas que le Hellboy des livres soit totalement copié-collé dans ses films, donc du coup il avait rajouté une petite patte, quelque chose que le Hellboy arrive à faire ressentir en film mais non en comics, donc tout l'humour il avait presque enlevé et peut-être ingurgité dans d'autres personnages plutôt que celui joué par Ron Perlman. Et là on a cette déconstruction totalement où on a un humour qui est présent et c'est pas ce qui est gênant c'est que cet humour qui est présent est totalement beauf. On va avoir des blagues salaces, on va avoir des blagues qui tournent autour de ouais, je t'ai tué, c'est de ta faute. Tous des blagues comme ça, très années 80, avec une ambiance de film qui est très aussi années 80, mais genre années 80, film nanar, à la film d'action DTV à la con, et des effets spéciaux qui sont très très raplapla. On n'a pas cette touche de maquillage qu'un Del Toro a pu amener pour que le film fasse plus film que moins. Le film paraisse une série à la Legend of Tomorrow, parce que c'est vraiment ça les effets spéciaux, j'ai l'impression. Il y a quelques bons trucs, j'ai beaucoup aimé le plan séquence à la fin par exemple, mais à côté on a un film fade sans aucune identité et un projet Hollywood pour faire du fric. C'est dommage parce que à côté on aurait pu avoir un Hellboy 3 s'ils ont eu de l'argent pour faire ce film là. Parce que ça ressemble beaucoup plus à un film Resident Evil de Paul W.S. Anderson que franchement c'est de la même qualité. Limite c'est presque ça. En plus on a une Mila Jovovich qui joue très très mal et la VF est affreuse dans le sens où elle est en total désynchro avec les dialogues anglais. Donc on comprend rien. Il y a une milliseconde de décalage entre chaque réplique pour la VF. Donc c'est un projet totalement foireux. C'est un film imbitable et il n'y a même pas de quoi. Il n'y a même pas assez pour trouver une certaine forme de divertissement qui pourrait nous faire apprécier la séance. Mais je vous renvoie à ma critique qui est un peu plus fournie sur pourquoi je n'aime pas ce film. Et sinon je vous renvoie directement au film, hein. Vous allez comprendre par vous-même pourquoi c'est de la merde. I can see that you want to say no, but I wouldn't do that before you see what I'm offering you. Cash, you are awesome. 7ème position, Sorry to Bother You, qui était une de mes attentes de l'année avec mon collègue Jesse. Sorry to Bother You, je vais pas tergiverser, c'est un film que je vous recommande pas, qui a été beaucoup recommandé et je peux comprendre pourquoi on aime bien ce film. Moi il y a un truc qui m'a gêné pendant ce film et qui a gêné toute ma séance, c'est que on a une très très bonne première partie, on a une première partie qui critique la société, qui envoie des messages de tolérance aux gens et qui est
très tolérante en fait. C'est une première partie qui est très très bien ficelée, très bien écrite, avec une excellente mise en abîme de la société actuelle française, enfin mondiale, internationale, et surtout la société américaine qui en somme dénigre beaucoup la communauté afro-américaine. Donc cette première partie va très très bien, et à un moment pendant le film, à un moment totalement sorti du contexte du film, on va avoir l'arrivée d'une métaphore un peu plus absurde, un peu plus tirée par les cheveux, qui, quand elle arrive, rend le film invitable, parce que on va avoir l'apparition d'hommes chevaux, et on est là et on fait mais d'où ça sort, là où la critique et là où la société était démantelée de manière intelligente pendant une bonne partie du film. D'un seul coup on a une sorte de retournement SF à Black Mirror, mais qui n'est pas aussi cohérente qu'un Black Mirror, qui arrive, qui intervient et qui, sans le vouloir, influe sur le message et rend le message beaucoup plus humoristique et beaucoup plus tape à l'œil que le très beau travail qu'il y a eu dans la première partie. Voilà, je mets juste ce film là parce qu'à côté c'est bien réalisé, les acteurs jouent très très bien, mais c'est juste que, comme quoi, un détail, un gros détail, parce que c'est quand même dans la trame principale du scénario, peut modifier la qualité d'un film, et ça a été le cas pour Sorry to Bother You. C'est un film que je vous recommande par contre d'aller voir, dans le sens où c'est quelque chose d'assez spécial, c'est une expérience un peu particulière du cinéma, qui moi ne m'a pas du tout plu, alors que je suis plutôt friand de ce genre de trucs, de ce genre de propositions d'habitude, mais là, j'ai trouvé ça beaucoup trop absurde, beaucoup trop poussé, pour m'investir et pour me faire aimer le film, qui, je trouve, a un message très bancal au final, alors que son message était très très bien tracé pendant la plus grosse partie du film. C'est dommage. Oui, cours, ma chérie. Je te retrouverai. Et tu hurleras pendant des années. Viens jouer avec nous. À jamais. À jamais. 8ème position, pareil, je vais pas trop en parler, ça va être plus pour les 5 premiers que je vais beaucoup parler, mais là, on a Dr. Sleep, par Mike Flanagan que j'aime beaucoup. Là, j'en ai fait pareil, j'en ai pas fait une critique, j'en ai fait un Refast extra rage, donc voilà, si vous suivez, normalement les Refast extra rage, c'est directement dans le flop, il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de coup de cœur, il n'y a rien, c'est dans le flop. Donc Dr. Sleep est dans le flop, je vous recommande d'aller voir mon avis presque à chaud de Dr. Sleep sur mon Refast extra rage, vous allez comprendre parfaitement. Voilà, je vais pas tergiverser, je suis fan de Mike Flanagan. Et c'est plus pour ça aussi, c'est que j'ai eu la désillusion de me dire qu'en fait le film n'était pas du tout au niveau de Mike Flanagan de base. Et j'ai vu plusieurs retours, etc. et ont beaucoup glorifié justement ces transitions en fondu qui rajoutent une sorte d'ambiance onirique un peu au film et tout. Non, je trouve que c'est encore maintenant, c'est de la fainéantise, et quand j'entends dire que c'est des belles transitions, pour moi il n'y a pas de sens, il n'y a pas de lien en fait, pour moi il y a de la fainéantise pendant tout le film, parce que il y a de la fainéantise en termes de réalisation, comme quoi, à part quelques scènes qui brillent comme la scène dans l'espace et tout ça qui a fait beaucoup parler d'elle, le reste c'est assez fade en matière de réal, c'est très feignant, c'est très plan-plan, ça essaye de copier légèrement la patte Kubrick en essayant et en voyant une petite touche de Flanagan derrière, mais sans forcément vouloir se montrer. C'est ça qui est très dommage, parce que Mike Flanagan pourrait se montrer et pourrait dévoiler tout son talent au grand public, parce que c'est le film qui aurait pu le dévoiler au grand public. Finalement, c'est très kubrickien, que ce soit dans le scénario également, dans le sens où le film touche juste à ta nostalgie, une nostalgie que beaucoup n'ont pas connue, parce que beaucoup n'étaient pas nés pendant la sortie de Shining, donc une nostalgie un peu injustifiée, qui, grâce à son précédent film, grâce au film de Kubrick, arrive à briller dans certaines scènes. De par ça, sinon le film en lui-même est juste vide, fade, enfin il n'y a pas de grand chose à sauver, et c'est bien dommage, mais je vous renvoie pareil à mon Refast extra rage, qui va vous dévoiler plus en détail, bien qu'avec 10 minutes, pourquoi j'ai pas aimé le film. Voilà. Qu'est-ce
qu'il y a? Tu m'as appelé? En 6ème position, on a Annabelle 3 et Countdown en ex-aequo, 2 films d'horreur qui sont sortis, un au début de l'année et un à la fin de l'année, comme quoi, et vous savez, c'est ma tradition dans les flops, je mets les films d'horreur souvent en ex-aequo, ou le film d'horreur le plus pourri, dans le sens où j'en ai ras le cul, des films d'horreur comme ça, et les deux ont un sujet assez commun, c'est dans le sens une bonne idée, à la base, mais gâché par un scénario qui n'a strictement qu'un sens et des jumpscares qui arrivent comme ça. Donc dans Annabelle 3, ce qui m'a choqué, c'est que, et ça va vous décrire un peu tout le film, c'est qu'on a 10 minutes des Warren pendant le film, au début et à la fin, et c'est vraiment, franchement, les meilleures scènes du film, et c'est ce qui mérite d'être sauvé du film, c'est les scènes avec les Warren. Le reste, un exemple de scène, on va avoir un méchant, un esprit marié fantôme, qui va pleurer au fond du couloir, on va la voir en ombre avec un couteau à la main. Il y a une gamine qui va voir ça, la première réaction plutôt que de fuir, étant donné qu'il y a la menace de une femme mariée en face de toi avec un couteau à la main, elle va décider de s'approcher. Et c'est ça pendant tout le film, dans le sens où un esprit, une ombre, une menace, on va préférer avancer sur cette menace, alors que t'as tout pour justifier que tu dois te barrer. Alors que entendre un bruit de pleurs dans une chambre, porte fermée, je peux comprendre que dans la tête d'une personne, on décide d'aller vérifier. Mais quand la menace est en face de toi, sans aucun indice, sans aucun bruit, juste un couteau à la main et prêt à te foncer à la gueule, tu te rapproches pas. Tu te rapproches pas, c'est pas logique. Donc ça, c'est Annabelle 3 et Countdown. On a ici une très très bonne idée, mais exécutée comme pas possible pour devenir un film d'horreur bateau. Et là, pour Countdown, je vous renvoie à mon Refast, parce que sincèrement, j'ai préféré l'oublier, mais c'est, je pense, l'un des pires films d'horreur de cette année. Horreur pure, horreur pour adolescents, parce qu'il y a d'autres films d'horreur dedans, mais voilà, c'est un peu plus particulier. Bref, passons au top 5, et la 5ème position. La force sera avec toi. Toujours. Alors, logiquement, l'année dernière, j'aurais dit que j'allais me faire buter. Mais là, le film, je l'ai vu il y a quoi 2 jours 1 jour. Oui, je l'ai vu hier. Et j'ai pas l'impression que je vais me faire assassiner de l'avoir mis dans le flop. D'habitude, je me fais buter. Surtout il y a 2 ans. Mais là, les gens sont presque à majorité unanime pour dire que soit c'est bof, soit c'est nul à chier. Donc voilà, j'ai pas peur. 5ème position, Star Wars, l'ascension de Skywalker. J'ai dit que j'allais en parler dans ma critique de Lucy in the Sky, que j'allais en parler, et voilà, j'avais prévu de le mettre dans mon flop dès lors que j'ai sorti de la salle, parce que je vais être objectif. Star Wars 8 est pire pour moi. Parce que c'est à cause de Star Wars 8 que ce Star Wars 9 est comme ça. Parce que je trouve ce film, et j'en parlais totalement à chaud étant donné que je l'ai vu hier, d'une connerie abyssale. On nous propose quelque chose de différent dans la saga. On nous propose une extension de l'univers assez folle pour être une extension vraiment crédible en un seul film. Cette extension-là, on aurait dû l'avoir sur toute une trilogie, étant donné que c'est beaucoup trop de nouvelles choses, beaucoup trop de révélations en un seul coup. Franchement, déjà, pour ça n'allait pas. Mais l'extension arrive de manière en mode, je vous fous de l'épique, je vous fous des choses classes, des trucs beaux visuellement, pour que ça passe mieux, parce qu'à côté, on n'a pas d'explications valables, des explications qu'on aurait dû avoir normalement dans les 2 précédents films. Et c'est ça le problème, c'est que avec Star Wars 7, on avait une base pas mal, c'était pas très très bien, mais pas mal, pour avoir une trilogie plutôt correcte. Star Wars 8, avec cette petite guéguerre Abrams Johnson, là de mes couilles, on nous a donné des éléments qui sont commencé à rajouter des grosses incohérences dans la saga. Et ce Star Wars 9 est fait pour les corriger. Et comment faire pour corriger des grosses incohérences ? En créer plus, malheureusement. Parce que les explications qu'on doit donner sont elles-mêmes incohérentes avec ce qui s'est passé dans les films précédents.
Donc du coup, ça nous donne une fin de saga. Et je pense que c'est une des fins de saga les plus regrettées du cinéma. Là où on aurait pu avoir un film fantastique, on a préféré jouer sur de l'épique, sur de la classe, et surtout de la grosse nostalgie, parce que c'est ça pendant presque les 3 films de la saga. Bien ce qu'on peut dire sur le 8, je trouve qu'il y a de la grosse nostalgie dessus. Parce que je ne comprends pas beaucoup de détails. Je vais pas en parler, c'est un flop. Donc ceux qui n'ont pas vu le film, ils vont le regarder le flop et ils vont pas... Donc je spoile pas. Mais juste je comprends pas. Je comprends pas. Et en 3 films, Rey n'a toujours eu aucun charisme. Le charisme de Rey est toujours celui d'une huître. On a quelques personnages qui ressortent du lot. Poe ressort du lot. Finn, je trouve qu'il n'y a toujours aucun charisme, même dans le 3. Kylo Ren a du charisme, sauf qu'à la moitié du film, ou même un peu avant le climax, il va avoir quelque chose qui va le faire totalement changer d'attitude. Mais pareil, de façon tellement claquement de doigts, Mimi Mati, elle est arrivée, elle a fait... Bref, j'ai pas envie de spoiler, mais au bout d'un moment... C'est scénario de merde. Scénario de merde. La réalisation à côté suit très très bien, mais scénario de merde. Vous faites revenir le plus grand méchant de la saga, celui qui était au-dessus de Dark Vador. Et à côté, c'est quoi le problème? À côté, c'est que Dark Vador est mort pour rien, déjà de 1. Et de 2, vous me le tuez de façon encore plus ridicule. Parce que c'est Star Wars, les gentils gagnent à la fin, c'est pas un spoil. Mais vous me le tuez d'une façon si ridicule. Encore plus ridicule que la mort du 6, étant donné que la mort du 6 c'était une mort spectaculaire, une mort qui avait un sens. Là, cette mort-là a un sens, certes, pour que les gentils gagnent, mais la mort est ridicule. La mort arrive comme ça. S'il a réussi à survivre à une chute de je sais pas combien de mètres, ou même de kilomètres, pour moi, une joute, ça ne lui fait rien, quoi. Bref, je peux pas tergiverser plus que ça parce que c'est un film qui a tellement de révélations, qui a tellement de trucs qu'on ne peut pas en parler sans franchement spoiler. C'est un exercice très difficile et que j'arriverai pas à le faire là comme ça dans un flop. Mais bordel. Et le pire c'est que j'y croyais, j'ai trouvé les 20 premières minutes totalement folles. Les 20 premières minutes, ils m'ont donné ce que j'avais envie. Ils me les ont donné peut-être sans explication, mais dès que j'ai eu l'explication, voilà, je me suis dit, on me prend pour un con, et c'est ça que j'aime pas avec cette trilogie, cette nostalgie de mes couilles, c'est qu'on me prend de plus en plus pour un con avec un épisode final qui, franchement, mérite le bonnet d'âne et un 0, quoi. Cette trilogie est nulle. Cette trilogie est nulle. Les gens qui en sont fans veulent pas se l'avouer. Les gens qui l'ont vu se l'avouent. Mais dans 10 ans, on va tous être d'accord pour dire que c'était mieux avant. C'était mieux avant. Quatrième position, on va parler de Zombie Child. J'en ai pas fait de critique de ce film, je l'ai rattrapé chez moi après. Donc ça fait partie des films que j'ai vus pendant ma période de rattrapage. Et Zombie Child, c'est un film franco-brésilien de genre, de zombies. Moi je suis très fan des films de zombies, vous vous en doutez à partir du moment où j'ai fait une vidéo sur George Romero. Enfin voilà, je suis un grand fan de films de zombies. Que ce soit le film de zombie à George Romero où le zombie est une métaphore de la société, ou peut être une critique en lui-même de la société, parce que ça c'est le zombie façon George Romero, mais il y a le zombie également qui a été introduit par Jacques Tourneur, où c'est un zombie beaucoup plus réaliste, un zombie qui vient plutôt des îles dans le monde, un zombie de la culture du vaudou. Et ce Zombie Child fait partie de ce zombie dans la catégorie Jacques Tourneur, zombie vaudou. Et c'est pas bon, que ce soit en termes de réel ou même en termes de scénario, à aucun moment on arrive à y croire, alors que c'est censé être normalement le zombie le plus réaliste, dans le sens où c'est vraiment une culture du zombie qui existe dans le monde. Il y a vraiment la culture du vaudou qui est mise en place, et également il y a vraiment des gens qui sont zombifiés dans quelques îles dans le monde, il y a vraiment des gens qui sont zombifiés.
Et à aucun moment on arrive à y croire, tant le fond, la forme et le jeu arrivent à rendre ça totalement absurde et ridicule. Il y a des nuits américaines pendant le film où ils font penser que ils filment de nuit, alors que la scène, comme c'est une nuit américaine, est filmée de jour. Donc vers 14h, quand le soleil est à vif, et que pendant la nuit américaine, t'as tout ce qui est bleu, machin, donc t'as vraiment l'impression que c'est la nuit, sauf que quand les personnages y marchent, t'as carrément une ombre par terre. Parce que cherche la lune ne fait pas d'ombre. Bref, en termes de technique, c'est très très mal foutu. En termes de scénario, ça ne va pas loin, on s'y perd vraiment beaucoup en plus, parce que les différents personnages parlent de plusieurs choses, on a plusieurs scénarios en un, et celui qui ressort est le plus absurde et le plus ridicule. Donc on a vraiment l'impression que c'est le scénario secondaire qui ressort et le scénario secondaire qui est au-dessus. Donc on a un mauvais dosage des intrigues, mais après surtout voilà le jeu des acteurs, cette zombification à la fin, une sorte de rite machin, paraît tellement abusé. On est vraiment sur à un moment il y a le méchant de la princesse à la grenouille qui vient à la fin, et c'est quelque chose, j'ai trouvé ça hilarant. Mais on a une scène où il y a une meuf qui va prier, et derrière on va avoir du Damso. Il y a du Damso dans un film franco-brésilien de zombies vaudou pendant une scène de prière. Pourquoi c'est... Et surtout qu'il y a 2 morceaux de Damso pendant le film, hein. Mais l'autre, je sais plus dans quel moment il arrive, mais c'est vraiment film touchette, branlette. Regardez ce que j'arrive à faire avec différents genres. C'est film typiquement canois. Et film de genre que je veux pas voir, moi, en France. Donnez-moi plus de grave, donnez-moi plus de furie, donnez-moi plus de films comme ça, mais pas Zombie Child. Et je vous le recommande pas. Là, je l'ai regardé il y a quoi, 2 semaines. J'ai plus envie de m'en souvenir, j'ai plus envie d'en parler. C'est en tout cas film touchette branlette comme je les déteste. Et je vous recommande même pas de le voir parce que franchement vous allez vous faire chier, mais de manière affolante. Je sais plus c'est qui le réel, mais voilà, toutes les informations de toute façon seront sur le côté si j'ai besoin de les préciser ou si j'estime que c'est important de les préciser. Mais là, Zombie Child, ça va pas. Non, ça va pas. Et on va rester sur le film touchette branlette avec ce numéro 3. You're a good mother. But which of your children will you choose? Little Joe. Film pareil qui est sorti récemment, mais qui a été le prix d'interprétation féminine à Cannes, il me semble. Little Joe, ça a été quelque chose quand même d'assez invivable. Assez invivable, et pour plusieurs points, parce que après je trouve que le film en lui-même peut s'apprécier selon ce qu'on aime dans la vie, etc. Mais à côté, il s'apprécie pas des masses, dans le sens où j'ai trouvé l'ambiance sonore absolument indigeste et inaudible, surtout. La BO du film, je vous laisse regarder sur YouTube ou machin, c'est un bruit d'acouphène constant. À partir du moment où on est en présence de la plante qui délivre le bonheur, parce que c'est ça le principe même, c'est un film de science-fiction, un film de genre de science-fiction, il y a une plante qui délivre le bonheur, et à chaque fois qu'on est en présence, on a un bruit d'acouphène constant au crâne, et c'est pas un bruitage rajouté, c'est vraiment la BO du film, c'est dans la musique, qui, je vais dire, pendant 1h45 de film, on se le tape en moins une bonne heure. Pendant une bonne heure, il est présent, cet acouphène, ça a été insupportable, surtout qu'après le scénario, les personnages, leurs choix n'ont absolument aucun sens, parce que pendant tout le principe du film, c'est que les gens sont en présence de la plante, ou disent que la plante est dangereuse, sauf que la chercheuse principale de cette plante, celle qui a donné vie à cette plante, ne veut pas voir que c'est dangereux, cherche des indices, et le problème c'est que les indices sont à chaque fois pendant tout le film devant ses yeux, or elle n'accepte pas, elle ne veut pas y croire, et limite elle trouve que c'est des gens qui veulent la mettre contre son bébé. Et pendant tout le film, t'as les indices comme quoi cette plante n'est pas bonne pour la vie, n'est pas bonne
c'est une bande qui a des mauvaises intentions, on va dire, mais et pendant tout le film, elle le voit pas, et t'as l'impression, t'as envie de la tarter, et t'as deux scènes de baston pendant le film, ou deux scènes où des gens se tapent, c'est d'un ridicule, mais d'un ridicule pas possible, enfin c'est affolant, et après c'est très plan-plan, cucu, on a des scènes de dialogue, qui moi, avec une technique de mise en scène, un mouvement de caméra, ont réussi à me faire péter un câble. On a deux personnes qui vont se parler comme ça, en face à face. Donc imaginez-vous, la feuille, c'est une autre personne, et je lui parle comme ça. Et là, je vais vous reproduire exactement au montage le mouvement de caméra qui se passe à chaque fois que deux personnes se parlent en face à face comme ça. Et vous allez vous rendre compte à quel point c'est incohérent, ça n'a totalement aucun sens. Parce que la caméra avance tout seul, la caméra va filmer l'arrière-plan qui est totalement flou, soit d'un côté, ou totalement vide, hein, et ne veut rien dire, pendant que le dialogue continue. Et quant à ça, pendant au moins 10-15 plans pendant le film, au bout d'un moment tu te demandes c'était quoi l'envie du réalisateur derrière, ou de la réalisatrice, parce que voilà, c'est typiquement la technique auteur à chier, et la technique branlette, parce que j'ai presque, je suis sûr que ça a séduit les gens de Cannes, ils se sont dit putain c'est vraiment une maîtrise du travelling avant absolument magnifique, mais non, c'est pas bon du tout, c'est pas bon du tout. Bref, ouais, je m'incrus dans ce travelling, mais non, qui va reculer tranquillement afin de pouvoir montrer tous mes talents de caméraman et tous mes talents de réalisateur, puisque je vais bientôt mériter le prix de la réalisation du vidéoflop, peut-être tant la mise en scène de cet épisode, la mise en scène de cette vidéo est absolument magnifique. Et à côté, il y a Papy Godard qui comprend rien à ce que je fais, parce que lui, vidéo sur internet, je comprends pas. Vous voyez que je commence à être énervé, bah c'est pas fini. Numéro 2. Ho ho ho, enfoiré, t'aurais jamais dû t'attaquer à nous. Numéro 2. Black Christmas. Alors, ce n'est pas parce que je suis un homme blanc que je ne peux pas dire ce que je pense du film. Parce que j'ai eu un souci sur Twitter. C'est que j'ai sorti ma petite critique du film et j'ai regardé après l'avoir posté, après être sorti du film, après avoir posté mon tweet, si des autres personnes pensaient comme moi. Et finalement, je me rends compte que je ne suis pas seul. Sauf qu'un mec est venu me faire chier sur Twitter en disant « Encore un homme blanc qui dit ça ». Et qu'est-ce que j'ai dit ? J'ai dit que le film représentait totalement la culture, enfin la présence du féminisme extrémiste dans nos environnements, que ce soit sur les réseaux sociaux, dans les films, machin. Ce film est le parfait exemple de pourquoi c'est mal. C'est mal d'avoir une opinion sur quelque chose extrême. C'est-à-dire que c'est même pas parce que moi, personnellement, j'ai rien contre le féminisme. Le féminisme, on veut la même part que les hommes, machin, ça me dérange pas, je m'en fous. C'est une opinion politique que j'ai, mais moi, ça me dérange pas que des femmes luttent pour ça. Je comprends. Mais à côté, il y a des femmes qui vont prendre chaque critique, chaque souci, comme étant quelque chose d'hyper féministe, d'hyper sexiste, d'hyper... surtout sexiste, raciste, machin. Il y a des gens sur Terre, que ce soit des hommes ou des femmes, je ne fais aucune classification, qui sont constamment en train de surinterpréter la méchanceté et toujours en train de vouloir caser telle a priori telle personne dans des cases, et je commence à en avoir ras le cul, et ce film fait partie de ça. Dans le sens où le scénario de ce film, qui est censé être un film d'horreur et un remake d'un film d'horreur qui s'appelle Black Christmas également. Black Christmas que j'ai parlé il y a très longtemps sur une chaîne pour des vidéos de Noël. Et ce film, c'est une bande d'orphelines ou autres, donc des meufs, où il y a un mec qui me semble qui habite avec eux, je pense, qui vont lutter contre des tueurs masqués à Noël. Et pendant le film, on se rend compte que tous les mecs que croisent ces meufs sont des purs connards. Que, en fait, finalement, les gens masqués font partie d'une secte respectant et glorifiant la vie d'un homme qui a eu comme principale source de pensée que les femmes doivent être
doivent être un peu les esclaves des hommes, c'est-à-dire que s'ils veulent coucher avec, ils sont obligés de dire oui, sinon on doit les violer. Enfin, tout des trucs comme ça. C'est un mec qui avait... Ils sont en train de glorifier un mec qui avait ça, donc du coup ils pensent la même chose. C'est une bande de mecs, et qu'ils arrivent à soudoyer une femme par la propagande, par exemple, qui vont réussir aussi à endoctriner un autre mec qui était apprécié du groupe de meufs, le seul mec gentil, par pur but de masculinité. Donc en gros, le message du film, c'est nous les filles, quand on est en groupe, on arrive à se battre contre tous les hommes sur Terre qui sont des connards. Vous pensez pas que c'est un peu trop poussif de dire que tous les hommes sont des connards? Quel intérêt de mettre ça dans un film d'horreur qui en plus en termes de technique est totalement nul à chier, hein. C'est les jumpscares, on les voit venir, il n'y a aucune scène de frisson, les actrices et les acteurs jouent comme des pieds. Enfin, à côté, le fond est extrêmement mauvais. Et je ne comprends pas comment le mec qui est venu me faire chier, parce qu'en plus c'est un mec qui est venu me faire chier sur Twitter, a pu trouver le message de ce film totalement révolutionnaire et d'une ouverture d'esprit immanquable. Je comprends pas. Ce Black Christmas est le film, je pense, le plus mauvais pour les gens, pour la façon de penser et pour le message de cette année. Enfin, tu peux pas penser ça. Et le pire, c'est, je suis un homme, donc je peux pas... Les gens vont dire, je ne peux pas juger quelque chose de féministe, oui ou non, ça doit être des femmes, normalement, qui doivent penser ça. Sauf que ça n'empêche pas à une personne de couleur noire, ou une personne de couleur, ou une personne, tout ce que tu veux, de dire que à bras ouverts est raciste. Ben moi je peux dire aussi que c'est raciste, je suis pas obligé d'être noir pour dire ça. Donc Black Christmas est un film féministe, mais à l'extrême, qui pousse la femme à vouloir se surpasser pour vaincre ce qui potentiellement peut leur nuire, ce qui est le message féministe au possible, mais le problème c'est que ce qui peut leur nuire sont seulement, et ça reste pendant tout le film, que des hommes. C'est jamais été la société, machin, non, c'est les hommes, vous êtes des connards, nous les femmes, on arrive à se battre, on est courageuses. Donc comment voulez-vous que moi, ou n'importe quelle personne sur Terre, femme, homme, étranger, tout ce que vous voulez, puisse adhérer normalement à un message comme ça, aussi sauvage? Je ne sais pas, mais c'est très mauvais, et ce Black Christmas, il aurait pu être premier, sauf que premier, j'ai des films qui m'ont encore plus énervé, de par mes attentes et de par leur succès en salle. Et on va passer notamment à la première place, qui est un ex-aequo, ce qui est très rare, normalement. En mention déshonorable, avant de passer au premier, aux deux premiers, parce que ce sera un ex-aequo, je vais pas vous teaser, de ce flop, mention déshonorable, donc les films que je vous déconseille, mais qui n'a pas eu la place pour le mettre dans ce flop. Mathias et Maxime de Xavier Dolan, voilà. Désolé. Polar une exclusivité Netflix, c'était nul. Sibyl, dont vous pouvez retrouver également la critique en description. Et après Shazam, le film de super-héros le plus pourri de l'année, voilà, donc j'ai pas voulu mettre dans le flop, ça aurait été trop méchant, mais... Et Greta, qui a été 1h30 de malaise constant avec une Isabelle Huppert qui est en surjeu, donc voilà, c'était mes mentions déshonorables, passons à la première position. Et si demain tout s'effondre, on gardera le monde en nous. Mais l'ex-aequo, c'est Paris est à nous, et Le Roi Lion. Alors, l'un est mauvais parce que c'est juste mauvais, l'autre est mauvais pour le cinéma. Paris est à nous, c'était une de mes plus grosses attentes depuis déjà 2 ans, depuis que Noémie Schmidt avait fait un gros teasing sur ce film, etc., qui pouvait raconter tant de choses, avec une prouesse technique assez imparable. Finalement, la prouesse technique, elle est pas là, c'est nul à chier, c'est moche, c'est fade pendant tout le film, c'est des gros plans, et un jeu totalement absurde. C'est limite, ils ont tourné dans... Et c'est ça en plus, ils ont tourné sur Paris sans avoir loué, bloqué des rues, donc du coup, en fait, tous les gens qui passent à côté de la caméra regardent la caméra comme ça, en mode... Ils sont en train de filmer, ils sont en train de faire quoi? Donc de ce côté-là, c'est imbitable. Le film est dispo sur Netflix, donc vous pouvez regarder les 10 premières minutes, vous allez comprendre à quel point c'est de la merde pendant 1h20. C'est con parce qu'après il y a Noémie Schmidt, voilà, cœur sur toi Noémie Schmidt, je t'aime malgré tout, mais
Paris est à nous, c'est imbitable, la lumière est dégueulasse, on a toujours du soleil dans les yeux, et pour moi c'est de la même qualité qu'un Make to My Love. Donc si vous avez aimé Make to My Love, peut-être que vous allez apprécier, mais si vous n'appréciez pas Paris est à nous, vous pouvez pas apprécier Make to My Love tant les deux sont similaires en matière de merde. Et je suis pas un peu provocateur là? Si, peut-être. Je vous préviens direct, il y aura une vidéo sur Make to My Love en 2020. Même début 2020. Vous êtes pas prêts. Et le deuxième film, c'est Le Roi Lion. Je pense que vous comprenez pourquoi, hein. C'est mauvais pour le cinéma, tout court. J'ai dû aller le voir 2 fois. Une fois par curiosité et 2 fois parce que mon boulot me l'obligeait. Animateur en centre aéré, voilà. Quand t'as le choix entre Toy Story 4 et Le Roi Lion, hop, on sait pas quoi choisir, hein. Non, on va voir Le Roi Lion. LOL. Donc, et le pire, c'est que c'est la même chose que le premier film, en moins bien. Et c'est ça qu'ils ont même pas réussi à faire un copier-coller normal. C'est même les musiques et tout ça, elles ont aucune saveur. Cette VF, et ça sauve un peu le film, parce que Jamel Debbouze, j'aime bien. Pour une fois qu'il fait pas quelque chose de mauvais en doublage, faut quand même le justifier. Mais je comprends pas l'intérêt. Je comprends plus l'intérêt de refaire un Aladdin ou un Mulan prochainement qui va sortir. Un Roi Lion totalement en animation, et qu'on considère ça comme un film. Je comprends pas. Pour moi, ça aurait dû être peut-être une exclusivité Disney+. Ça m'aurait pas gêné. Mais qu'ils sortent en salle et qu'ils réalisent un chiffre, je sais plus combien il a fait, il a dû faire 2 millions, non, 4, même près des 10 millions en France, tout du genre. Entre 5 et 7, je dirais, peut-être, je sais pas. Et à l'international, il a rapporté un chiffre pas possible, il me semble même qu'il a dépassé le milliard. Bah, je comprends pas, je comprends pas les... Moi, je paye pas mon ciné, donc je m'en tape. Je donne peut-être de l'argent au film, mais en tout cas, moi, je participe pas avec mon argent à moi, donc je m'en fous. Mais à côté, il y a des familles il y a des familles, dans leur vie, ça a été leur film de l'année, ou leur film du mois. Ils ont mis 100 € parce qu'ils ont invité les tontons pour aller voir un film que t'as déjà vu, que tu peux avoir en DVD à 20 € et garder à vie, quoi, chez toi. En plus, j'ai vu le Blu-ray, il est dégueulasse. Ils ont mis les 2 titres anglais et français l'un à côté de l'autre pour dire on va gagner du temps, on va le vendre dans plusieurs pays en même temps plutôt que dans un pays. Enfin, bref, même sur ça, ils sont feignants, même ça, ils sont film à massage de pognon. Et même les effets spéciaux, je les trouve pas fameux. Enfin, je trouve le film moche, il n'y a rien de beau. Je comprends pas, Donc voilà, ça c'est mon flop 2019. J'ai pas non plus tergiversé, je suis déjà à quoi 43 minutes de tournage. Encore le top à tourner. Donc pas le temps de tergiverser sur des films de merde. Et voilà, c'est la fin de ce flop 2019. N'hésitez pas à mettre le vôtre en commentaire, à dire ce que vous avez pensé, à débattre peut-être sur les films où vous êtes potentiellement pas d'accord que j'ai mis dans cette liste. Voilà, n'hésitez pas à me mettre ce que vous avez pensé des films en question, votre top, tout ce que vous voulez. On se retrouve prochainement pour les tops de 2019. Croyez-moi, là, vous allez avoir de la surprise. Sur ce, je vous souhaite un joyeux Noël, c'est en fin d'année, parce que je sais pas quand est-ce que ces vidéos vont sortir. Ça tombe, ils vont sortir 2 semaines après que je les ai tournées, j'en sais rien. Et bon vent, voilà. Ciao, bisous. Finalement ça a été, j'ai pas trop cabotiné, ça a été plutôt rapide je trouve. Ça va. Bon là on va parler de bons films, J'espère que ça va aller mieux quand même.